Direction la ville d'El Cerrito, en Californie, pour une affaire qui a occupé la une des médias au milieu des années 90. Le 19 novembre 1996, un appel est passé au service des urgences. Une jeune fille a été retrouvée inanimée par sa mère, elle ne respire plus. Une équipe est alors envoyée sur les lieux, c'est une petite maison sans prétention, et c'est la mère qui accueille les urgentistes, une certaine Marlene Corrigan. Mère célibataire de 48 ans et employée des télécommunications fédérales de son État. Elle explique en pleurs et sous le choc qu'elle a passé la journée avec sa fille et alors qu'elle s'était absentée un instant pour aller au marché, à son retour, elle a découvert sa fille de 13 ans morte. Commence alors l'une des affaires les plus sensationnelles de la décennie 90, une affaire qui donnera lieu à une lutte idéologique qui va longtemps monopoliser l'attention des médias. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Christina Corrigan. Salut, moi c'est Lilia Et moi Nila, et nous sommes les Ukraine Sisters. Et cette semaine, la vidéo du jour est en partenariat avec Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles. Elles vont traverser un tunnel encrypté qui va garantir leur confidentialité et ainsi vos photos, vos mots de passe ou encore vos informations bancaires sont protégées et tout cela sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir cacher votre adresse IP et ainsi pouvoir naviguer de manière privée et sécurisée et avoir accès à plein de contenus auxquels on n'a pas accès habituellement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films et des documentaires sur le Netflix US parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de choix que sur le Netflix français. Exactement. Et en plus, je m'en sers pour faire mon shopping en ligne. Comme beaucoup de gens, je fais mon shopping sur Internet. Et grâce à Surfshark, je sais que je suis protégée des fraudes à la carte bancaire. Surfshark me débarrasse des pubs et en plus me protège des logiciels malveillants. Donc mes informations bancaires sont protégées. Voilà, et au-delà de ça, c'est très intéressant pour les comparateurs de voyage par exemple. Grâce à Surfshark, j'évite les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte des sites. Grâce à Surfshark, je peux vraiment planifier mes vacances ou mes week-ends en toute tranquillité. En effet, je peux vraiment avoir les hôtels, les vols ou les billets de train au meilleur prix. Et c'est aussi très pratique pour le Wi-Fi public. Lorsque vous êtes dehors, que ce soit ici ou lorsque vous êtes en déplacement, ça peut être très intéressant le Wi-Fi public, sauf que c'est absolument pas sécurisé. Or, lorsque vous utilisez Surfshark, vos informations privées, qu'elles soient bancaires, personnelles ou autres, sont protégées. Ainsi, vous pouvez utiliser le Wi-Fi sans avoir peur qu'on vous pirate votre carte bancaire ou autre. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. En effet, pour 1,79€ seulement, il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Et en plus, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez, et tous en même temps. On vous laisse le lien en barre d'infos. Et avec le code UCRIM, vous avez 83% de réduction ainsi que 3 mois offerts. Sans compter que vous avez une garantie d'essai de 30 jours. Donc, vous essayez et si vous êtes satisfait, tant mieux. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes remboursé. Je vous invite à faire votre propre essai par vous-même. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle qui attend les secours est sordide. En faisant abstraction de l'odeur d'urine, sous les yeux des secouristes, gît le corps sans vie d'une jeune fille de 13 ans, la pauvre Christina. Elle est allongée nue sur un matelas posé à même le sol en plein milieu du salon. Et elle est pudiquement recouverte d'un drap. Et de toute évidence, elle souffrait d'obésité morbide. Mais il est trop tard, les tentatives de réanimation ne fonctionneront pas. La pauvre enfant est déclarée morte peu de temps après. Après, les secours arrivent, les policiers, forcément, ils restent aussi sans voix. La scène est désolante. Tout autour du corps sans vie de l'adolescente, il y a une montagne d'emballages de nourriture vide et principalement de la junk food. Et l'odeur est insupportable. Pas étonnant, on lira plus tard à la une des journaux que la pauvre baignait, je cite, dans son urine et ses excréments, qui, pour certains, avaient séché dans les plis de ses bourrelets. Et que dire de toutes ces plaies présentes partout sur son corps? L'affaire est plus que suspecte.
Le corps est alors emmené pour autopsie, mais voilà. L'autopsie qui a été effectuée est une autopsie dite visuelle. En d'autres termes, jamais les autorités ne daigneront procéder à une vraie autopsie. On abandonne encore une fois la pauvre Christina qui, vous le verrez plus tard, a déjà été abandonnée par les institutions de son vivant. Le légiste découvre néanmoins, et donc visuellement, que Christina est morte d'une crise cardiaque, conséquence directe de son surpoids. Il ne fait aucun doute selon le légiste que son cœur a lâché, et il est vrai que son poids est spectaculaire. Du haut de ses 13 petites années, de son presque 1,60 m, Christina pesait 700 livres, soit près de 320 kilos. Et toutes ces plaies sur son corps, présentes d'ailleurs en particulier du torse aux pieds, et le médecin en dénombrera tout de même une centaine, eh bien, ce ne sont pas des traces de coups, ce sont des escarres. Ce sont des plaies cutanées qui se forment lorsqu'un corps reste immobile trop longtemps. La peau étouffe au contact, en l'occurrence du matelas, il y a des frottements. Résultat, les tissus se nécrosent, ils pourrissent. Ce qui veut dire que la pauvre Christina était littéralement en train de pourrir par endroits. Trop c'est trop, quelque chose cloche, les policiers décident de poursuivre l'enquête pour tirer les choses au clair. Après tout, comment un parent responsable peut-il laisser son enfant dépérir à ce point ? 13 ans et 320 kilos, mourir dans ses excréments, c'est au minimum, selon les autorités, de la non-assistance à personne en danger. Et bientôt, Marlène la maman va, en plus de devoir faire son deuil, répondre de ses actes. Elle est interrogée, elle explique que Christina, à sa naissance en mars 83, était parfaitement normale. C'était un beau bébé en pleine santé qui ne présentait strictement aucun problème de poids. Mais voilà, si les premiers mois se passent bien, Christina va progressivement prendre du poids. Son premier régime, elle le fera à l'âge de 2 ans, lorsqu'un médecin suggérera à sa mère de remplacer le lait entier par du lait écrémé. Mais rien n'y fait, tant et si bien qu'à l'âge de 3 ans, Christina pèse déjà 30 kilos, soit le double de la moyenne. Et rien n'arrête la prise de poids de Christina. À 5 ans, elle pèse 50 kilos. Christina et sa maman iront de consultation en consultation, mais rien n'y fait. À cette époque, les médecins décident de limiter les calories de l'enfant à 1300 par jour. Mère et fille s'y plient, mais aucun régime n'a l'air de fonctionner. Alors face à autant de mystères, un examen de la thyroïde est effectué, alors que la fillette a même pas 8 ans. Et cet examen ne révélera rien d'anormal. Et donc, à l'âge de 8 ans, Christina a déjà dépassé les 100 kilos. Et 5 ans plus tard, au moment de sa mort, elle triplera de volume jusqu'à peser, comme je vous le disais, 320 kilos. Or, les enquêteurs découvrent que c'est à l'âge de 9 ans que Christina a arrêté de se rendre chez le médecin. Après avoir fait des dizaines de régimes, tous plus inutiles les uns que les autres, après avoir été à une centaine de consultations, eh bien, l'enfant va finir par se braquer, par baisser les bras. À quoi bon ? Après tout, dès lors, elle refuse de se rendre chez le médecin. La petite, pendant des années, a été pesée chaque semaine, et chaque semaine, c'était le même constat, elle était toujours plus lourde. Elle pouvait se priver, elle pouvait faire de l'exercice, mais le résultat sur la balance était toujours aussi décevant, voire même alarmant. On posera la question à son médecin de l'époque, un médecin du centre HMO, le Kaiser Health Plan. Pourquoi n'a-t-il pas orienté Christina vers un spécialiste des problèmes de poids, un spécialiste même de l'obésité qui aurait fait une batterie de tests pour trouver l'origine de cette prise de poids anormale? Jamais un spécialiste qui connaît son affaire, qui sait ce que c'est que l'obésité, se serait limité à un simple examen de la thyroïde, et ce, même dans les années 90. Le médecin a botté en touche, il a expliqué, je cite, que si la tendance s'était poursuivie, là je l'aurais dirigée vers un médecin spécialisé. Mais trop tard, Christina, comme je vous le disais, n'y croit plus, elle fait même barrage, elle crie, elle pleure, elle hurle, tout pourvu qu'on ne la ramène plus là-bas. Il est vrai que sa maman, Marlène, est dépassée. C'est toujours la même réponse qu'elle entend elle aussi. On préconise à sa fille de faire de l'exercice, de manger sainement dans de plus petites portions, d'arrêter les sodas. Elle dira plus tard, je cite, « J'ai fait confiance au médecin. On m'a toujours dit que je devais faire confiance au médecin. » Alors Marlène a essayé de convaincre sa fille, mais elle n'a pas réussi. Sa fille refuse
tout simplement de retourner au centre Kaiser. Et elle n'a que 9 ans, Christina. Alors beaucoup pensent que Marlène aurait dû tout simplement la forcer. Mais c'est la volontaire et convaincante Christina, 9 ans, qui aura le dernier mot. Marlène n'a tout simplement pas la force de caractère pour s'opposer à sa fille. Et elle est d'autant plus perplexe que son autre enfant, son fils, Chad, qui est le demi-frère de Christina, qui était alors à l'université et qui, triste hasard, venait de quitter le domicile seulement 6 semaines avant la mort de sa sœur, eh bien Chad, que vous voyez sur cette image, n'a jamais eu de problème de poids. Alors pourquoi Christina et pas Chad ? Bientôt Christina mange sans discontinuer, elle a un gros appétit, certes, mais ce qu'elle mange, même si c'est beaucoup, ne correspond en aucun cas à une telle surcharge pondérale. En d'autres termes, même avec tout ce qu'elle mange, un corps normal n'aurait jamais pu stocker autant. Christina, c'est un fait, stocke infiniment plus que la moyenne et rétrospectivement, on pense qu'elle souffrait peut-être du syndrome de Prader-Willi. Souvenez-vous, c'était de cette maladie qu'était atteinte la pauvre Eugenia Martinez Valero qui, du fait de son surpoids, était exposée à la cour d'Espagne comme une curiosité. On l'avait même surnommée le monstre. À l'époque, personne ne savait que c'était une maladie. Il s'agit d'un syndrome caractérisé, entre autres, par l'apparition d'une hyperphagie. Il y a un problème avec l'hormone également de satiété. L'enfant ne se sent jamais rassasié. Et cette hyperphagie n'apparaît qu'entre l'âge de 2 ans et 8 ans. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, à sa naissance, Christina paraissait tout à fait normale, et idem pour les premiers mois de sa vie. Il y a d'autres symptômes pouvant être liés à cette maladie, comme la petite taille, c'est pas le cas de Christina, 1m60, un retard mental, c'est pas le cas de Christina non plus, l'obésité, c'est le cas, et la petitesse des mains et des pieds. Mais faute d'autopsie, ça, on ne le saura jamais. À partir des années 2000, et avec les avancées de la génétique, on pourra diagnostiquer cette maladie de manière précoce, à savoir dès les premiers mois de la vie d'un enfant, même si ça ne se voit pas, voire même en période prénatale. Mais voilà, Christina est née dans les années 80, morte dans les années 90, et comme son médecin ne l'a orientée que vers un examen de la thyroïde, on ne saura jamais, d'autant plus qu'avec une simple autopsie visuelle, aucun tissu ni échantillon n'a jamais été prélevé et conservé. Alors, comment, dans ces conditions, détecter quoi que ce soit ? D'ailleurs, cette autopsie visuelle va ulcérer les proches de Christina. Mère, frère, tante, tous veulent savoir ce qui a tué la pauvre enfant. Atteinte ou pas du syndrome de Prader-Willi, ce qui est sûr, c'est que Christina prend toujours plus de poids. À ce stade, elle est, comme je vous le disais, découragée par le corps médical, mais aussi et surtout, elle a de plus en plus conscience du regard que les autres portent sur elle au fur et à mesure qu'elle grandit. C'est difficile. Si, alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille, Christina avait un fort caractère, elle était pugnace, volontaire, positive, eh bien, à la préadolescence, tout s'est effondré. Elle est devenue plus effacée, plus taciturne, plus timide, et aussi et surtout, elle a commencé à avoir honte de son corps. Et bien évidemment, on ne se prive pas pour lui faire remarquer les choses. Bientôt, elle commence à être prise en grippe par ses camarades de classe, un peu plus chaque jour. Alors après avoir terminé l'école primaire en 1995 et qu'elle venait de commencer le collège, alors même qu'elle habite à seulement 7 pâtés de maison de son collège, eh bien Christina ne remettra plus ses pieds en classe. Déjà parce que les critiques se font de plus en plus nombreuses, mais ça encore, la pauvre a l'habitude. C'est surtout parce qu'elle est dans l'incapacité de grimper les marches raides de ce nouvel établissement. Les premiers mois, elle avait lutté, mais sa condition, empirant de jour en jour, eh bien, fatalement, elle n'a tout simplement plus pu grimper les marches. Et imaginez la scène. Vous vous donnez du mal à grimper des escaliers, vous souffrez, marche par marche, c'est difficile, et le tout sous les regards de collégiens hostiles. Moi, je peux comprendre qu'elle n'ait plus eu envie d'y aller. Pourtant, une amie à elle va tempérer les choses. Elle va expliquer que dans son malheur, Christina avait tout de même de la chance, puisqu'elle était entourée d'amis. Cette amie, Anne-Marie B, dira, je cite, « Nous avons tous appris à voir Christina non pas comme une enfant en surpoids, mais comme la personne qu'elle était. Elle avait beaucoup de bonté de cœur, c'était une fille douce, compréhensive et amicale que nous aimions tous. »
Mais voilà, selon d'autres témoignages, les choses étaient plus sombres. La pauvre était affublée de surnoms ignobles comme l'orque, le gros tas, le cachalot et j'en passe. Et j'ai trouvé les paroles de l'avocat de la maman assez vraies. Il a dit, je cite, « Chacune de ces moqueries laisse des traces. C'est comme si chacune d'elles lui tranchait la peau, lui laissant une trace à vie comme des cicatrices de souffrance qui seraient invisibles à l'œil nu, mais qui feraient de terribles dégâts psychologiques. » Et donc, selon lui, il n'y a pas que les marches raides du collège Portola qui ont poussé la jeune fille à abandonner l'école. Et tout ça, c'était un peu plus d'1 an avant qu'on ne la retrouve morte. Et c'est toujours la même rengaine pour la jeune fille. Rien n'arrête sa prise de poids. Elle finira par dormir au rez-de-chaussée, dans le salon, sur un matelas posé à même le sol, ne pouvant plus se rendre à l'étage. La suite, vous la connaissez, c'est dans ce même salon qu'elle sera retrouvée sans vie. Voilà donc Christina isolée chez elle. Et on estime qu'au moment de sa mort, cela faisait 3 mois qu'elle n'était plus sortie de la maison et des jours qu'elle n'avait pas quitté ce matelas. Elle aurait passé ses derniers jours devant son téléviseur, ne se déplaçant même plus pour uriner et déféquer à cause de ses difficultés de mobilité, ça c'est selon la police. Et les derniers jours, elle se gavait de junk food. Cette terrible affaire fera sensation au milieu des années 90. L'obésité est un phénomène qui touche de plus en plus d'Américains. Le phénomène inquiète et apprendre le décès d'une fille aussi jeune va forcément choquer le pays. Le sujet fait la une des médias, des émissions de télé, de radio, peu importe. L'affaire Christina monopolise littéralement l'attention. Aux États-Unis, certes, comme à l'étranger. Allemagne, Angleterre, partout est relayé le terrible sort de Christina, ainsi que ses conditions de vie les derniers jours de sa vie. Mais alors, que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Qui est le responsable? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les médecins? Est-ce que c'est l'adolescente elle-même? Est-ce que c'est sa mère? Les autorités décident, dans le doute, d'inculper la maman pour mise en danger de la vie d'autrui et maltraitance. Selon les autorités, Marlène, la maman, aurait gravement manqué à ses obligations de soins envers son enfant. Elle reste néanmoins libre dans l'attente de son procès. Et Marlène va expliquer que toutes ces poursuites, en plus de la perte de sa fille, étaient, je cite, « la plus grande punition qu'un parent puisse subir ». Les journalistes prennent alors Marlène d'assaut. Qu'a-t-elle à dire pour sa défense? Les Américains découvrent alors qu'elle n'est pas restée sans rien faire, contrairement aux unes racoleuses des médias. Et en plus d'aller régulièrement dans cette fameuse clinique jusqu'aux 9 ans de sa fille, en plus de son travail, en plus de devoir assumer les charges seule, en plus de devoir s'occuper de ses parents, chacun des parents de Marlène avait un cancer en stade terminal. Sachez d'ailleurs, cruel hasard du calendrier, que Marlène perdra cette terrible année 1996, sa mère, son père et sa fille. Donc les Américains ont découvert que non, elle n'est pas restée les bras croisés, ce qui ne veut pas dire qu'elle a agi de manière parfaite. Et Marlène, au détour de rares interviews, va expliquer que son tort, c'est de ne pas avoir été plus autoritaire avec sa fille. Elle a respecté la décision de sa fille, donc la première de ne pas retourner chez le médecin, certes, puis l'autre de ne pas retourner à l'école, et elle confesse, oui, elle n'aurait pas dû. Mais elle explique avoir demandé l'aide du collège à l'époque. Quand Christina n'a plus pu monter les marches, elle a supplié la direction de ne pas laisser tomber sa fille. Qu'il les aide, faute d'avoir les infrastructures nécessaires pour les personnes souffrant de problèmes de mobilité, elle leur a demandé qu'ils l'aident au moins à faire cours à domicile. Mais personne n'a rien fait. Marlène avait même demandé de l'aide pour le poids de sa fille auprès des services de protection de l'enfance. On lui avait dit, je cite, « On ne s'occupe pas des problèmes de poids ». Donc la maman met en avant sa bonne foi. Non, elle n'a pas laissé tomber sa fille. Elle explique que c'est elle qui, par exemple, lui confectionnait ses vêtements. Il n'y avait aucun vêtement vendu dans le commerce qui était à la taille de Christina. Et elle dira aussi que contrairement à ce qui a été dit dans les médias, non, sa fille n'est pas restée immobile des jours, des semaines entières avant sa mort. Selon Marlène, Christina bougeait. Elle pouvait se déplacer. Alors pas beaucoup, certes, vous n'alliez pas la voir sauter, mais elle n'est pas restée immobile, comme dans un cercueil, comme l'ont dit les médias. Parfois, elle allait par exemple chercher le courrier, parfois elle se déplaçait un peu dans le salon. Et selon Marlène, c'est Christina qui d'elle-même
d'ailleurs, aurait décidé de rester confinée à la maison. Elle ne voulait plus sortir. Marlène explique qu'elle a toujours été une oreille attentive pour sa fille, mais sans doute manquait-elle de caractère pour s'opposer à la volonté de sa fille, la cadrer un peu plus. Non, tu dois aller chez le médecin. Non, tu iras à l'école. Non, tu ne dois pas manger ça, mais plutôt ça. Mais elle dira, je cite, « Et si à l'inverse, je ne l'avais par exemple pas nourrie, on m'aurait peut-être accusé de maltraitance. » Mais alors, qu'en est-il des escarres de Christina ? Certaines étaient vieilles de plusieurs mois et elles empiraient jour après jour. Pourquoi Marlène n'a pas essayé de les soigner, ou plus simplement, devant leur nombre affolant, une centaine, pourquoi n'a-t-elle pas fait au minimum déplacer un médecin ? Un dermatologue mandaté par l'État, le docteur Kent Carson, a expliqué que cet enfant aurait dû être hospitalisé et qu'il aurait probablement fallu un minimum de 6 mois pour guérir toutes les nécroses qu'elle a sur le corps. C'est selon lui une grave négligence. Mais l'avocat de Marlène a déclaré, je cite, « Marlène n'a jamais vu d'escarres. » En effet, elle dira ne pas avoir eu conscience de l'étendue et du nombre affolant et alarmant d'escarres sur le corps de sa fille, tout simplement parce que beaucoup se situaient sous son corps. Elle avait simplement remarqué quelques plaies au niveau des pieds, plaies qu'elle soignait. Et selon elle, il n'y avait certainement pas une centaine d'escarres. Et le dermatologue Ken Carson dira également, et là, âme sensible s'abstenir, que certaines des traces fécales séchées et retrouvées sur l'enfant étaient vieilles de 2 à 4 mois. Donc en d'autres termes, Christina avait du caca incrusté sur elle et qui datait d'il y a plusieurs mois. Ce qui laisse une idée quant à son hygiène. Marlène a expliqué que Christina s'occupait seule de son hygiène intime. Elle refusait que sa mère s'en occupe. Elle avait la pudeur d'une adolescente et refusait que sa mère la voie nue. Mais était-ce bien sérieux de la laisser gérer une telle tâche seule ? Non, selon la maman. Elle admet que sa fille avait du mal à aller jusqu'à la salle de bain. Pour ce faire, elle devait se hisser grâce au mur du couloir. Mais il est vrai que la tâche de se hisser là-bas était si éprouvante que Christina était loin de le faire tous les jours. Sa mère se rend compte qu'elle aurait dû être là, qu'elle aurait dû insister face aux dénégations de sa fille. Mais encore une fois, entre son travail et ses parents mourants, elle explique avoir eu une charge mentale folle. Ce qui explique pourquoi on a trouvé des excréments. Mais selon Marlène, il ne faut pas croire que sa fille vivait dans sa merde et dans sa pisse, comme on pouvait le voir partout. Non, jamais elle n'aurait laissé ça. Jamais. Son avocat ira même plus loin et expliquera que Christina a probablement souffert d'incontinence au moment de sa mort. Le relâchement des sphincters s'opère dans les 30 minutes après la mort. C'est un phénomène tout à fait naturel. Donc il arrive de retrouver des personnes qui se fondent dessus, alors même qu'elles sont déjà mortes. Et selon lui, c'est ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut lire dans les journaux, c'est du pur sensationnalisme. Et l'heure est grave pour Marlène. Si elle est reconnue coupable, elle risque de passer 6 ans derrière les barreaux. Et le procès à venir va littéralement déchaîner les passions. Les associations pour la protection des personnes obèses vont monter au créneau. Alors, encore une fois, on est près de 30 ans avant tout ce qui est body positive, acceptation des différences, le b.a.-ba de la nutrition, etc. Donc il est important de remettre les choses dans leur contexte. On ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. À l'époque, 19% de la population américaine est touchée par l'obésité. Très vite derrière, ce sera plus de 35% encore à ce jour. Donc à l'époque, c'est encore assez nouveau, tout ça. Et à cette époque, dans l'inconscient collectif, si tu es gros, c'est que tu es paresseux, alors va faire du sport. Alors, c'est bien plus complexe que ça. Il peut y avoir des raisons génétiques, thyroïdiennes par exemple. La prise de certains médicaments, par exemple, peut entraîner une prise de poids. Bref, essayez simplement de penser en mode 90 avec tous les préjugés a priori et tout ce qu'on ne savait pas à l'époque. Ne pensez pas en mode 2023. Donc à l'époque, les associations protectrices des personnes en surpoids ont considéré que ce procès était une grave erreur. Marilyn Vann, une militante, avait déclaré à l'époque que poursuivre la mère montre que la société américaine ne sait pas comment traiter les personnes obèses, qu'elle ne les a en réalité jamais traitées comme des êtres humains avec la dignité qu'ils méritent. Elle a dit que si Christina avait un autre handicap, d'ailleurs elle a précisé qu'une enfant de 700 livres à l'âge de 13 ans est de toute manière handicapée, mais si Christina avait eu un autre handicap, jamais la maman n'aurait été blâmée. Elle a expliqué qu'on ne blâme jamais une mère pour le handicap de son enfant. Les gens l'auraient même vue comme une mère courage. Mais dans le cas présent,
on a blâmé Marlène, lui expliquant qu'elle aurait dû empêcher sa fille paresseuse de manger. Point. Comme si l'obésité se résumait à ça, une question de volonté. D'ailleurs, Marilyn expliquera aussi que cet intérêt lugubre du public pour cette affaire est malsain. Elle a dit, je cite, « Notre société s'intéresse au spectacle et au freak show, elle n'est pas intéressée par le bien-être, le respect, la dignité et le potentiel des enfants en surpoids. » Fin de citation. De plus, les associations ont eu peur à cette époque que cette affaire puisse créer une sorte de précédent qui aurait par la suite permis aux tribunaux de venir interférer comme bon leur semble chez les familles ayant des enfants obèses. Et je vais terminer par ces paroles de Marilyn que j'ai trouvées très touchantes. Elle a dit « Je pense que le poids de la honte d'être obèse devait être plus lourd à porter pour Christina que son propre poids. » Face à l'ampleur de cette polémique, le procureur Brian Haynes a déclaré qu'il ne prétendait pas qu'élever un enfant en surpoids était un crime. Non. Ce qui pose problème dans cette affaire, selon lui, c'est l'état dans lequel le corps de la jeune fille a été retrouvé. Excréments, escarres, etc. Il a aussi dit, je cite, « Nous poursuivons la mère parce qu'elle a négligé la fille. Et si c'était arrivé à un enfant mince, nous aurions aussi engagé des poursuites. » Le procès se tiendra sans jury, sous la seule supervision d'un juge, près de 2 ans après les faits. Comment avez-vous pu laisser votre enfant prendre autant de poids ? Comment n'avez-vous pas remarqué à quel point votre fille était en danger ? Tout un tas de questions auxquelles Marlène devra répondre. Et Marlène plaide non coupable. Elle estime qu'elle n'est pas maltraitante. On peut parler d'ignorance à la rigueur, d'erreur aussi, mais elle dit n'avoir jamais maltraité ses enfants, ni le plus grand, ni la petite dernière. Mais peu importe ses dénégations, encore une fois, ce qu'elle risque, c'est 6 ans de prison. Lors du procès, son avocat, Michael Cardoza, va expliquer que Marlène était une mère célibataire de 2 enfants, qui en plus de travailler dur, devait s'occuper de ses parents infirmes. Lors du procès, le groupe hospitalier Kaiser sera montré du doigt pour avoir simplement blâmé Christina, pour l'avoir simplement dirigée vers des régimes inefficaces. Le système scolaire aussi sera blâmé pour avoir abandonné la mère qui pourtant leur avait demandé de l'aide. Ils auraient pu l'aider, que ce soit pour les cours à domicile ou pour l'aider concernant le transport de sa fille jusqu'au collège. Vraiment, la famille de Christina n'avait pas beaucoup d'argent. Et les associations d'ailleurs diront que c'est étonnant. Les associations ont ironisé. Elles ont dit « L'État n'a pas assez d'argent pour le bus scolaire, mais a eu assez d'argent pour payer les avocats et poursuivre la mère. » C'est étonnant. Lors du procès, tous ont essayé de comprendre si une maladie était à l'origine de la prise de poids de Christina. Le dermatologue, le docteur Carson, expliquait qu'il ne pense pas que Christina souffrait du syndrome de Prader-Willi. Selon lui, elle ne présentait pas la plupart des symptômes qui sont associés à cette maladie. A priori, comme je vous le disais, pas de retard mental, pas de retard de croissance, etc. L'avocat de Marlène a quant à lui rappelé que ça, on l'aurait peut-être su si l'État avait daigné autopsier Christina. Marlène en avait fait elle-même la demande pour comprendre pourquoi sa fille est morte, comment sa fille a pu mourir le temps d'aller faire son marché. Ce qui sera refusé, Christina aura droit, comme je vous le disais, à une autopsie visuelle. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends parler d'une autopsie visuelle dans ce genre d'affaires. Moi, je pense qu'ils ont eu la flemme, tout simplement, à cause de la corpulence de Christina. Il aurait fallu être à plusieurs pour déplacer le corps. Il a fallu pas moins de 10 hommes pour sortir son corps de la maison. Et j'ai pas lu sortir le corps de Christina de la maison. J'ai lu 10 hommes pour traîner le corps de la jeune fille hors de la maison. La table d'auscultation aurait-elle été suffisamment grande, etc., etc. Moi, je pense que si Christina avait pesé 50 petits kilos, eh bien, on l'aurait autopsiée. Quant au motif du décès, insuffisance cardiaque due à une obésité morbide, c'est un peu fort de café pour les associations, selon elles. C'est une conclusion fourre-tout utilisée lorsque des personnes obèses meurent. L'avocat a déclaré, je cite, « Marlène Corrigan leur a demandé de pratiquer une autopsie. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est examiner Christina de l'extérieur. Elle aurait pu mourir d'étouffement avec un os de poulet, par exemple, a-t-il dit. Le coroner était, selon lui, tout simplement paresseux. Et toujours selon lui, cette affaire s'est embourbée dans un parti pris anti-groupe. Le dermatologue a néanmoins jeté un pavé dans la mare. Selon lui, la mère a une réelle part de responsabilité dans cette affaire. Les tissus qui pourrissaient, les piqûres d'insectes, oui, parce que des insectes avaient commencé à lui dévorer les chairs, sans compter les excréments. Il a expliqué que l'odeur qui émanait de la jeune fille devait être tout simplement
épouvantable. C'était une odeur de mort que Marlène a fait le choix d'ignorer selon lui. Mais il a ceci dit confirmé qu'un corps qui fonctionne correctement ne peut atteindre aussi vite et aussitôt presque 700 livres. L'ombre d'une maladie plane sur cette affaire. Marlène va se défendre. Elle va expliquer qu'elles ont tout essayé pour contrôler le poids de Christina, mais que rien n'y faisait. Elle a expliqué que Christina a fait de l'exercice. Elle nageait, elle marchait, elle faisait du vélo, elle aimait aussi faire du sport à l'école. Elle a fait en sorte de réguler l'aliment de sa fille. Chaque semaine, elle l'emmenait à ses rendez-vous. Ses constantes étaient prélevées chaque semaine. Son poids était mesuré. Mais c'était juste toujours pire. Rien ni aucun effort n'améliorait les choses. Christina prenait en moyenne 1 kilo entre chaque pesée. Elle a vu au total 12 docteurs pour ses problèmes de poids. Marlène, elle dira qu'un médecin lui a fait faire par exemple un régime pyramidal, puis qu'il l'a renvoyé vers un nutritionniste. Ce régime a été appliqué à la lettre, mais au lieu de perdre du poids, Christina prenait du poids. Et l'un des nutritionnistes avait même fini par ne plus recevoir Christina tant il n'avait aucune solution à son problème. Il avait comme jeté l'éponge, comme Christina le fera elle-même plus tard. Les conseils des médecins étaient toujours les mêmes. Eat less, exercise more. Ce qui veut dire, mangez moins, faites plus d'exercice. Mais personne n'avait expliqué à la mère et à sa fille que les causes de cette prise de poids pouvaient avoir d'autres origines, comme ce fameux terrain génétique glandulaire. Comme je vous le disais, Christina n'a jamais été testée pour ça. Et mi-90, on ne sait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui, d'autant plus que Christina ne mangeait pas, comme on pourrait le penser, dans des quantités astronomiques chaque minute que constituait sa journée. Elle ne mangeait vraiment pas à ce point. Tout ça sans compter que la grand-mère de Christina souffrait elle aussi d'obésité, ainsi que d'autres membres de sa famille. Mais la mère a expliqué que sa fille mangeait malgré tout beaucoup. Et que quand elle exigeait à manger, eh bien Marlène s'exécutait. Et c'était beaucoup de malbouffe. Tout ça, c'est quand Christina n'allait plus voir le médecin. D'ailleurs, un lien sera fait entre la pauvreté et la malbouffe. C'est à peu près à cette période qu'on voit cette corrélation entre la pauvreté et la malbouffe. Le foyer, il est vrai, ne roulait pas sur l'or. C'était une classe plutôt pauvre. Marlène avait un seul salaire et elle avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. Ceci dit, vraiment, la famille vivait dignement, mais ça ne mangeait pas de légumes. Tout simplement des produits transformés, hyper caloriques et moins chers. Quant au demi-frère Chad, il a expliqué que peu de temps avant la mort de sa sœur, il avait parlé à sa mère et il lui avait demandé d'aller voir un médecin. Quant à la sœur de Marlène, Sandy Bikers, elle a défendu sa sœur. Non, ce n'est pas une mère maltraitante. Elle explique qu'elle n'était tout simplement pas armée pour gérer une telle situation. Mais si Sandy défend sa sœur aujourd'hui, elle n'a pas hésité, je trouve ça admirable, dans l'intérêt de sa nièce, à appeler les services sociaux. Elle leur avait tout simplement demandé de faire quelque chose, de se rendre au domicile de sa sœur pour faire ne serait-ce qu'un contrôle de bien-être, voir ce qu'ils peuvent faire, si Marlène fait les choses correctement et si justement il n'y a pas quelque chose à faire pour Christina. Ne serait-ce que dans le doute, sœur ou pas sœur, la priorité était la santé de sa nièce. Un travailleur social s'était déplacé alors que Christina était âgée de 7 ans, mais n'avait rien remarqué d'anormal, si ce n'est, je cite, une forte odeur d'urine. Et Sandy expliquera qu'elle a vu sa sœur tout essayer. Et la mère va expliquer ce qui s'est passé le jour de la mort de Christina. Ce jour-là, mère et fille ont passé la journée ensemble. Christina ne se sentait pas très bien. Tous deux ont pensé qu'elle avait probablement attrapé froid parce qu'elle semblait être congestionnée. Mais rien de très grave. Marlène s'était alors rendue au marché et à son retour, c'est là qu'elle a retrouvé sa fille, morte. Ce qui a été un choc pour elle. Marlène a parlé de génération sandwich, devant à la fois s'occuper de ses parents et de ses enfants. Elle a dit avoir fait de son mieux, mais que rétrospectivement, elle se rend bien compte que ce n'était pas suffisant, du moins que ce n'était pas approprié. Elle a opposé son caractère passif au caractère fort de sa fille. Marlène avait tendance à se laisser faire en règle générale par les gens dans la vie, alors ce que Christina voulait, Christina a vite compris qu'elle l'obtenait. Marlène dit ne pas avoir su prendre les rênes. Elle a dit que Christina avait probablement besoin d'un parent plus agressif. À l'issue de son procès, sans jury, le 9 janvier 1998, Marlène a été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger. Les manquements ont été trop graves, selon le juge. Mais elle échappe à la prison ferme. Elle sera condamnée à 4 ans de prison avec sursis et à 1000 heures de travaux généraux. Mais il faut savoir que le procureur déjà n'avait pas demandé de peine ferme pour Marlène. Et Marlène échappe ainsi à la qualification de crime. Et elle s'en sort très bien. L'avocat de la défense, Michael Cardoza, a déclaré que cette peine était, je cite, « mesquine,
vindicative, pour ne pas dire ridicule. Le juge Richard Arnason a quant à lui déclaré que cette peine était à peu près l'équivalent de 30 jours de prison et que c'était pas mal qu'elle évite d'y mettre les pieds. Quant à Sally Smith, qui est la directrice de l'American Association to Advance Fat Acceptance, a déclaré, je cite, « Les médecins, les assistantes sociales, les enseignants qui ont tous ignoré les appels à l'aide de cette femme sont tout aussi responsables qu'elle. Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un déni de justice. » Fin de citation. Née en mars 1983, Christina aurait eu 40 ans cette année. Puisse-t-elle reposer en paix? Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à notre sponsor, Surfshark, comme toujours, de sponsoriser ce genre de contenu difficile. N'hésitez pas à profiter de l'offre à 1,79€ par mois pour surfer en toute sécurité. Quant à moi, les amis, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.